On va encore vous parler technologie cette semaine, c'est notre 20e numéro de ce podcast, ce qui ne vous demande pas d'argent. Pour parler nouvelles technologies cette semaine, pour ce numéro 20, on retrouve nos amis. D'un côté, il y a Marc. Bonjour Marc. Et puis de l'autre, nous avons Sébastien. On aurait dû avoir avec nous David, mais manifestement, il teste encore, lui, la prise qu'on a testée la semaine dernière avec Sébastien, la fameuse prise intelligente. Donc voilà, on le retrouvera très prochainement, lui aussi, dans des tests d'objets un petit peu particuliers. On aura l'occasion d'en reparler. On attaque directement avec Sébastien pour parler d'Apple, puisque c'est toujours par Apple qu'on commence. Et il y a une actu Apple cette semaine. Apple qui investit 2 milliards dans un nouveau data center, c'est ça, hein? Oui, et dans ce qui est intéressant, c'est dans de l'électricité. C'est l'actualité. Et donc effectivement, c'est pas sur un an, c'est sur plusieurs années. Ils vont construire un nouveau data center en Arizona. D'accord. Basé sur une ancienne facilité qu'ils avaient rachetée de GT Advanced Technology. Enfin bref, un truc qu'ils ont racheté. Et dans le deal, ils étaient obligés de récupérer le bâtiment et de le recycler. Donc ils le recyclent et ils vont bien le recycler parce que pour 2 milliards de dollars, ça va être un beau truc. Ouais. C'est le plus gros investissement qu'ils font avec plus de 150 emplois à la clé. Et ce qui est intéressant dans ce data center, c'est que tout va être donc j'allais dire électrisé, j'ai cherché mon petit mot, électrocuté. Oui, électrifié. Électrifié, voilà. Tout va être... il fait tard. Hein. Oui. Bon, d'ailleurs, il fait très noir. Derrière Marc, vous le voyez, c'est la nuit. Et donc, tout va être électrifié par de l'énergie solaire. Donc, ils vont créer un truc, une petite centrale à côté qui est quand même capable, normalement, de fournir de l'électricité à 14 500 ménages, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai. Donc, Greenpeace applaudit parce que l'Arizona n'est pas l'État américain qui est connu pour être le plus actif en matière de développement solaire, alors qu'ils ont pourtant beaucoup de soleil. Oui. Donc Greenpeace applaudit, ils disent faites comme Apple, faites comme Apple. Donc Apple se positionne encore une fois, cette fois-ci en plus comme un exemple, comme une entreprise exemplaire. Google fait ça aussi régulièrement avec ses data centers, en annonçant des data centers verts, qui ne le sont pas toujours vraiment, mais en tout cas l'intention y est. Ça, c'est clair. L'intention y est, l'intention est de créer de l'emploi, de faire du vert, mais ils le faisaient déjà avant sur les data centers, donc c'est pas totalement nouveau, et d'investir, et souligne fortement, aux États-Unis. Donc ils essaient effectivement de garder une bonne image auprès de leur public américain, qui est quand même un public important pour eux. Et c'est un peu le même type de motto que Google, hein, don't be evil. Voilà, je ne suis pas le mal, okay, mais... C'est vrai qu'on les a souvent mis sur la sellette également, sur la fabrication de leurs appareils, dans des conditions et dans des pays où c'était pas toujours très reluisant. Et donc dès qu'ils ont la possibilité de fabriquer quelque chose sur le territoire américain, ils n'hésitent pas à le claironner haut et fort. Seb, je te laisse la parole pour parler de Microsoft. Alors, on change vraiment de cap complet. C'est marrant parce qu'on commence par l'alphabet, la première lettre, l'argument c'est le A de Apple, et puis après M comme Microsoft, c'est logique. Dans notre alphabet, c'est comme ça. Windows RT sera mort en 2015, cette année donc. C'est mort. C'est déjà mort. C'est déjà mort. Ok. Merci. C'est déjà mort. Ça aura pas vécu longtemps. Hein. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ils ont tué Surface 2, alors pas le Surface 2 Pro, le Surface 2 Pro qui lui est toujours basé sur des processeurs Intel, le Surface 2, donc sur du RT, le truc ARM que personne n'a voulu acheter pour des Windows parce que rien ne marchait dessus, à part le Notepad. C'est beaucoup rire Marc, donc... il rit dans sa barbe. Et donc oui. Il faut savoir que lui, il rigole un peu aussi parce qu'à la base, il a travaillé longtemps chez Intel, le monsieur. Oui, j'ai travaillé longtemps chez Intel, mais bon, ce n'est pas pour autant que j'ai pas vendu de l'ARM, moi, monsieur. Je faisais du marketing. Oui, c'est très différent, effectivement, oui. Et donc, l'ARM, personne n'en a voulu, hein, même si ça pouvait être amusant. Donc, le Surface 2, ils l'ont tué le mois passé, et cette fois-ci, c'est le dernier truc qui tournait sur un Windows RT, c'était un Nokia Lumia 2520. Eh ben, c'est fini. C'est plus produit, c'est plus en vente. Donc, c'était vraiment un égarement, en fait, ce Windows RT, quelque part. C'était une erreur stratégique, clairement. C'était
C'était un essai, ça aurait pu être bien il y a longtemps, mais là ils étaient un peu trop tard à mon avis, et le truc n'était pas non plus absolument prévu pour du mobile. Ils auraient montré un autre OS sur lequel on pouvait développer le même type de fonctionnalité qu'on avait sur un Windows il y a 3 ou 4 ans, ça aurait marché. Mais effectivement, mais on comprenait plus très bien cette espèce de course après Apple, genre on va aussi avoir notre iOS à nous qui serait un Windows RT, qui serait pas encore un Windows 8, ou à l'époque en tout cas un Windows 7 ou un Windows 8 8.1, on savait plus très bien où on était, et ça avait le look de, mais ça n'avait pas les mêmes fonctionnalités, donc ça partait mal, hein, il faut bien le reconnaître. On reste chez Microsoft qui s'est fait une petite acquisition sympathique qui nous touche aussi quelque part. On peut lancer un petit cocorico belgo-français par la même occasion, puisque Microsoft se paye Sunrise, qui est une start-up belgo-américaine en fait. Oui, alors voilà, c'est un peu pour ça que j'avais mis Microsoft au début, parce que non seulement effectivement ils refont de nouveau le buzz cette semaine avec un rachat pour la modique somme de 100 patates, oui. Hein, donc 100 millions de dollars. Voilà. C'est pas mal, 100 millions de dollars. Donc félicitations à Jérémy et Pierre qui ont fait Sunrise dont je pense que Marc est un utilisateur. Oui. Je n'ai jamais essayé pour ma part, mais parce que c'est effectivement là-bas c'était un truc Apple et puis arrivé sur les autres plateformes. Donc j'étais resté content avec mon petit agenda parce que c'est ça, Sunrise, c'est un agenda. Tout à fait. Un joli agenda. Et alors pourquoi Microsoft a racheté ça 100 millions de dollars? Donc, déjà parce que la boîte a un certain nombre d'utilisateurs et qu'elle a déjà été financée en 2 rounds, un premier à 2,2 millions de dollars et un deuxième à 6,6 millions. Moi j'avais reçu Jérémy juste après la première prise de participation à 2,6. Il était de passage à Bruxelles, puisque maintenant il vit aux États-Unis. C'était déjà un très très beau cadeau, hein. Enfin ça démarrait bien, quoi, on peut le dire. C'est clair, hein, et donc pourtant c'était une application agenda, donc c'était pas. C'est pas une révolution. Révolution, oui, c'est ça. Hein, mais l'approche est intéressante. Voilà. Mais bon, on peut quand même toujours se poser des questions sur la valorisation qui est donnée pour le moment à ce type de société, parce que 100 millions de dollars pour une firme avec quelques employés, ça reste quelque chose d'assez imposant. Et donc, mais c'est pas la première fois. Microsoft a racheté il y a quelques mois Accompli. Je sais pas si vous vous souvenez. Je pense pas qu'on en avait parlé. On l'avait évoqué, je crois. Si, pour en faire Outlook, un nouvel Outlook. C'est ça. Donc c'était une application de messagerie et ils l'ont rebrandé la semaine dernière et ils l'ont relancé en la brandant Outlook. Donc on peut fortement penser que cette application-ci, parce que Microsoft, Google n'a pas d'application calendrier réel sur les plateformes mobiles, va débarquer avec son application pour gérer les calendriers, aussi bien sur iPad, sur Android, etc. On en parlait avec Marc juste avant de commencer l'enregistrement, et rappelons que l'approche, c'est purement une approche de designer, hein, Sunrise, puisque ce sont 2 designers qui l'ont créé, et donc moi je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux depuis hier, et ceux qui utilisent Sunrise, les utilisateurs, ont un petit peu peur, il faut le reconnaître, et se demandent ce que Microsoft va en faire. Si c'est pour le rebrander, ça sert pas à grand chose. Enfin, si c'est pour le redessiner, ça risque de tout casser, quoi. En gros, c'est un peu ça qui ressort. Oui, disons. Oui, Marc. Vas-y. Non, disons que effectivement, on a trop souvent l'expérience de ces grosses boîtes qui rachètent des petites applications bien prometteuses, bien développées, qui ont vraiment trouvé leur marché de niche et leurs utilisateurs comme Sunrise. Et finalement, à part une intégration qui est souvent plus ou moins réussie, souvent moins que plus d'ailleurs, où ça se limite à un gros coup de peinture et une intégration plus ou moins heureuse, souvent ce qu'on a peur c'est que l'application disparaisse purement et simplement, et ça franchement ce serait dommage, parce que comme dommage. Tu l'as dit, c'est une application que moi j'ai découverte il y a un an et demi quand elle s'est lancée, oui. J'ai tout de suite été conquis sous iOS, sur iPad, c'était vraiment quelque chose de agréable, facile à utiliser et tout. J'ai un peu rouspété parce qu'elle a quand même mis quasi un an à arriver sur Android. Oui. Maintenant qu'elle est sur Android, je la garde, je l'utilise et tout. Et ils ont sorti une version web qui est très très bien foutue et qui pour moi a totalement remplacé Google Calendar. Maintenant, ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire une intégration assez poussée et intelligente avec toute une série de services liés à des réseaux sociaux comme LinkedIn, comme Facebook, comme Twitter, etc. Et donc le truc tout simple,
vous avez inscrit un rendez-vous dans votre agenda, vous avez inscrit le nom des personnes qui participent à votre rendez-vous, vous savez automatiquement, en un clic, directement aller retrouver leur profil LinkedIn, aller voir leur dernier tweet, etc. Ça a l'air de rien, mais ça sauve du temps. Ça fait gagner du temps, effectivement. Ouais. Alors, en l'occurrence, ce type de fonctionnalité existe aussi chez Google, dans les Google Labs, sur le Google Calendar, de pouvoir lier tes comptes LinkedIn. Et il y a pas mal de sociétés qui proposent aussi des services, parce que sur le Google Calendar et sur une partie des services proposés par Google, les sociétés peuvent proposer des services alternatifs, des nouvelles fonctionnalités. Donc ce genre de truc existe aussi, mais c'est moins bien intégré peut-être. Je me permettrais juste d'ajouter un truc sur la version web. En plus, dans Chrome, il y a encore moyen de rajouter des plugins, des choses du genre qui ajoutent des fonctionnalités qui sont pas toujours crétines. C'est pas gadget, ça peut vraiment faire accélérer les choses. Ouais. Tout à fait, mais voilà, sur Google Calendar, c'est peut-être un peu moins bien lissé que l'expérience de Sunrise de Marc. Alors, ce que je voulais souligner ici, c'était pas forcément que le rachat de Sunrise, parce que c'est pas mal le rachat de Sunrise, et donc félicitations les gars. Bah oui. Mais c'est surtout le fait que, je sais pas si vous avez remarqué, ces dernières semaines, dans notre podcast, alors que ça fait des années qu'on fait ça maintenant sous plusieurs noms, c'est la première fois qu'on parle très régulièrement de Microsoft. Oui, c'est vrai. Et pas toujours, et pas que en mal. Hein. C'est pas pour pour se moquer, c'est pas etc. Ils font quelques jolis moves. On a eu avec les casques Holodesk. Voilà. et donc les actualités se succèdent positivement pour la firme, en allant à chaque fois vers du mobile et vers des écosystèmes qui sont en train d'essayer de construire. Donc moi c'est un peu mon. Et si on avait voulu, on aurait même pu en parler encore beaucoup plus. Je serais tenté de dire, parce que c'est vrai qu'on a, avec notre enregistrement le jeudi soir, on était tombé à un moment donné, juste au moment où il y avait des présentations, donc on n'a pas été vraiment en profondeur dans ce qui a été présenté, et on préfère dans ces cas-là, vous le savez, attendre un petit peu et en parler un petit peu plus tard, quand on a la possibilité de toucher en plus les objets ou de tester les applications, c'est toujours beaucoup mieux. On aime bien toucher. Oui. Et donc là, on est passé un petit peu à côté, mais très honnêtement, on aurait pu en parler beaucoup plus. Oui, certainement. Et donc moi, c'est un peu la tendance que je vois pour le moment, c'est chez nos amis de Microsoft. Ils se sont lancés dans l'open source. Ils sont vraiment en train de changer toute la mentalité depuis qu'ils ont leur nouveau boss de la boîte, et ça a l'air de marcher pas mal pour eux. Et leur création de leur nouvel écosystème, je leur souhaite pas mal de succès. Donc je suis moins stressé que Marc, peut-être parce que je suis pas un utilisateur de Sunrise, par la transition que Microsoft va en faire dans ses applications, parce que voilà, je suis pas non plus un grand amateur d'Office 365, mais ce qu'ils avaient fait sur le web était quand même pas mal pour utiliser tes documents Office. Donc ils font du bon boulot, et ils sont en train de se remettre sur un nouveau une nouvelle image, une nouvelle tendance de service, et je trouve que là, je tire mon chapeau à Microsoft, ils font du bon boulot. C'est dit, donc, et encore chapeau, donc on le disait à Sunrise et à Jérémy Levan, il vient participer au podcast quand il veut. C'était un très bon souvenir, c'est la rencontre qu'on avait eue c'était l'été 2013, si je me rappelle bien, et il avait expliqué un petit peu comme la philosophie de leur truc, c'était vraiment intéressant. Bref, on passe tout à fait... C'est lui qui paye le resto, alors. Hein. Oui, je pense. Pour le coup, on peut rapidement parler de Windows XP, qui il n'a pas totalement disparu par contre. C'est bizarre ça, cette histoire. Oui, alors c'est une tendance brève, mais c'est un truc qui est arrivé fin de l'année 2014. Eh bien, il y a eu un petit rebond d'utilisation dans Windows XP. Alors, ça s'est vu chez un truc chez StatCounter. Alors, comme tout le monde n'était pas... Donc, c'est un site qui analyse tous ceux qui surfent sur la toile et pour voir quels navigateurs ils utilisent et en tirer les tendances au niveau des secteurs. Et donc, ça s'est vérifié chez d'autres. Donc, la tendance est vraiment là à une remontée de 13. Ils sont passés de 13 à 18% en quelques semaines. Donc, on se dit, tiens, ils ont fortement remonté. Alors, il y a quelques explications plausibles effectivement, peut-être que c'est sur la fin d'année, les gens étaient moins en train de surfer et ils sont plus passés sur le PC et moins sur leur mobile. Donc peut-être que du coup, en proportion, XP est un petit peu remonté, alors qu'en nombre, ils n'ont pas augmenté, parce que c'est des proportions. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Ou alors peut-être qu'on a des machines zombies, ou peut-être que voilà. Et donc il va falloir quelques mois pour comprendre si ce XP est en train de revenir derrière les fagots,
ou s'il est mort. Parce que oui. il était en train de mourir depuis très longtemps, il était toujours en train de descendre, c'est la première fois qu'il remonte, et d'un gros coup, il a même explosé Windows 8.1. Hein. C'est incroyable. Oui, ça c'est pas très étonnant, hein, en fait. Oui, peut-être. Je fais juste une petite parenthèse, une info qu'on n'a pas préparée, mais je l'ai aperçue comme ça en farfouillant dans différents sites. Il y a une nouvelle version de Raspberry Pi qui est disponible, et il paraît qu'on pourra faire tourner une version spéciale de Windows 10 dessus. Je vais dire Windows XP. Non. Raspberry Pi 2 qui est 4 ou 5 fois plus puissante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et avec un processeur, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc je trouvais que l'annonce était intéressante parce qu'on en a déjà parlé ici de ces micro PC et de l'ouverture que ça peut avoir sur le monde des gens qui aiment bien chipoter, tripoter. Un petit peu. Le Raspberry premier du nom était déjà extrêmement puissant par rapport aux Arduino et compagnie. Faut être clair. Et donc là, on a vraiment en main la possibilité de se fabriquer son petit ordinateur de poche, vraiment de poche, avec un OS qui va pouvoir exploiter des applications connues aussi. Hein. Donc c'est moins le désert pour le grand public ou un grand public un peu plus averti quand même. C'est moins aventureux, on va dire, d'aller par là. Oui, maintenant, bémol, parce qu'on trouve que c'est génial, mais quand tu regardes ça a la puissance de nos machines qui faisaient, enfin, largement la puissance des machines qui faisaient tourner XP. Bien d'accord. Si c'est du 4 cœurs, un XP, ça tournait sur, sur un Pentium 733 MHz. Donc, oui, c'est juste. Voilà, on pourrait faire tourner très largement un XP là-dessus, probablement même un Windows 7, mais malheureusement, c'est de l'ARM, donc comme ils ont tué Windows RT, c'est plus possible. mais on aurait pu. Jamais sous-estimer les gars de XDA développeurs, ils sont capables de tout. Donc, à suivre, effectivement, et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans les technos. Tiens, Marc, puisque tu prenais la parole, je vais te la donner pour parler de Google, puisqu'on passe après la lettre M à la lettre G. Faites logique. Tout à fait logique. Google qui plancherait sur un concurrent de Uber. Uber, rappelons-le, c'est ce système de covoiturage tant décrié. Oui, qui est banni partout et qui a fait couler beaucoup d'encre parce que ça s'attaque toujours à des monopoles. Ça dépend un peu des villes et des pays où ça se situe, mais ça se fait jamais très bien en fait. Hein. Non, effectivement, ça se met mal. Il y a encore de se prendre une injonction d'interdiction totale en Thaïlande, je crois, quelque chose du style où vraiment le système a été banni. Point. Voilà, c'est interdiction d'utiliser Uber en Thaïlande sous peine de... Enfin, voilà, c'est grave. Et donc, on savait déjà que les relations entre Google et Uber étaient pas forcément au beau fixe, alors qu'originellement, tout avait bien démarré, le mariage était beau, Google avait injecté, si ma mémoire est bonne, à peu près entre 250 et 300 millions de dollars dans la société. Il avait remis le couvert l'année suivante, et un des anciens directeurs juridiques de Google avait même rejoint le conseil d'administration de Uber. Seulement, Google, avec toute sa politique de développement, là où on ne l'attend pas, avait commencé à travailler sur les voitures intelligentes, les voitures dont on a parlé dans quelques numéros précédents. Et donc, Google envisagerait maintenant de lancer un service de transport pour particuliers. Déjà, ça, c'est clairement venir marcher sur les plates-bandes de Uber, mais à terme, en capitalisant sur sa technologie et sur ses systèmes de conduite sans chauffeur. D'accord. Et donc, c'est pour ça peut-être que Uber s'est mis en tête maintenant de conquérir également le marché des voitures autonomes, et on risque d'arriver en fait à un match de géants entre les deux. Ça va être intéressant, je crois. Donc les gens qui sont adeptes du covoiturage, mais côté conducteur, vont également se révolter du coup. Donc, c'est génial, c'est que maintenant, quand tu vas faire une recherche sur ton téléphone Android pour regarder où tu veux manger une pizza, il ne te laissera plus le choix, il va t'amener devant un Pizza Hut ou... Oui, c'est ça. Parce qu'ils avaient payé. Ça dépendra de qui aura mis le plus d'argent sur le compte de Google ou de Uber, enfin de celui qui vous conduira là où vous ne voulez pas, où vous voulez aller. On va y arriver. Seb, on parlait la semaine dernière de YouTube qui est passé au tout HTML5. Maintenant, YouTube propose également une idée qui n'est pas neuve, me semble-t-il. Je pense que d'autres l'avaient proposé bien avant. C'est la possibilité de regarder une vidéo, mais sous différents angles. Elle n'est pas neuve. Si tu te souviens, il y avait ça sur les DVD. Effectivement. Et ça n'a jamais marché. Non. Voilà, sauf peut-être dans les DVD pour adultes.
Peut-être. Et c'est là qu'on replace un petit Marc Dorcel qui est très très bon pour notre positionnement. Il pourrait faire un super truc, Marc Dorcel, avec cette nouvelle fonction. Hein, ce serait d'enfer. Non, ça ferait trois touches à appuyer en même temps sur le clavier. Là, on aurait plus assez de doigts. Donc Marc, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux, hein, dans le podcast. Ça ferait trop de Marc. Là, j'imagine qu'il y aura du monde en studio du coup. Surtout s'il vient accompagné. Et donc, ici, c'est un truc qu'ils ont fait avec Madeleine Bailey. Je suis désolé, je la connais pas, j'ai honte. Non, même pas en fait. Elle est peut-être très bien, mais et donc YouTube a décidé de faire une petite expérimentation avec cette dame. Rassurez-vous, elle est restée habillée pour l'occasion. et ils ont sorti 4 caméras. Ils ont été filmer eux-mêmes la performance de la chanteuse. Hein. Ouais. Chanteuse, je Oui. Voilà, et donc ils ont été filmer ces performances et ils ont ramené ça sur YouTube, très logiquement. Et donc maintenant, quand vous regardez la vidéo sur YouTube, il y a une fonctionnalité qui est Alpha de chez Alpha et qui vous permet, pendant que vous regardez, de changer l'angle. Oui, donc de faire votre propre réalisation, en gros, quoi. Hein, Voilà, si tu préfères de la regarder du côté droit ou du côté gauche, eh bien tu choisis. Ouais. Si tu préfères de la regarder par en dessous, eh ben c'est pareil, tu choisis. C'est une fonctionnalité qui existe déjà par exemple pour les matchs de foot, en Champions League par exemple, via différentes applications, il y a moyen de changer d'angle de caméra, d'avoir des ralentis également, de choisir le ralenti via une application ou via le web pour revoir les phases de jeu, etc., etc. Donc c'est pas neuf du tout. Hein, non, c'est pas neuf, ça se fait pas mal pour le sport. En Formule 1, ça existait à l'époque uniquement sur le satellite. Et en foot, je me demande si Belgacom n'avait pas une fonctionnalité ou n'a pas toujours ce genre de truc. Je crois que c'est encore le cas, oui, je pense. Oui. Donc, pardonnez-nous, on n'est pas des fans de foot non plus. Non. Mais maintenant, voilà, ce sera possible sur YouTube. Le fait est que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour monsieur tout le monde l'exploiter. Ce sera pour le moment juste un truc que YouTube a fait de sa propre initiative. Et on n'est pas certain que ce sera déployé pour tout le monde, mais voilà, c'était amusant. C'est rigolo, c'est vrai que, mais je pense que le public, de manière générale, quand on lui donne ce type de fonction, je trouve que, par exemple, sur le sport, en l'occurrence, ça a vraiment son intérêt, mais pour un spectacle, un concert ou des choses du genre, je pense que les gens aiment bien se laisser un petit peu emporter également, et le fait de choisir l'angle par lequel on veut regarder ce qui se passe a finalement peu d'intérêt. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel. Ouais. Il y a eu des films où ça a été utilisé très brièvement, enfin des dessins animés pour il y a eu différentes expériences, blagues, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas non plus été de grandes révolutions. On parle de Twitter, Seb, qui re-signe un deal avec Google. C'est vrai que voilà, c'est le truc qui est tombé ce jeudi. Ouais. Hein, et effectivement, Google a réussi à... Parce que c'est Google qui est certainement intéressé d'une première part pour récupérer les tweets. C'est pas la première fois qu'ils le font. Juste une parenthèse, rappelons qu'à une époque, Google mettait dans son moteur de recherche des résultats dans ses résultats des tweets qui avaient été envoyés, puis ils les ont supprimés. C'est ça. Et là, ils vont les remettre, mais un peu particulier. Enfin, c'est plus particulier encore, me semble-t-il. C'est ça. Donc, ils avaient fait de 2009 à 2011, ils avaient un deal avec Twitter. Ça s'appelait le Firehose de Twitter. Donc, en gros, tout ça permettait à Google d'aller chercher tous les tweets qu'ils voulaient pour pouvoir faire des recherches instantanées. Donc Google en avait profité et à l'époque pouvait très bien faire des recherches qui étaient beaucoup plus efficaces sur ce qui se passe à la seconde, parce que Google, il faut quand même le temps qu'il indexe, qu'il revienne, qu'il reprenne ta page, même si ça va vite sur tout ce qui est news, l'instantané, ça reste Twitter et les réseaux sociaux. Et donc Google était à la traîne là-dessus, et donc en 2011, parce que Twitter faisait son petit deal avec Bing, Microsoft, Yahoo et compagnie, ils ont envoyé Google sur la Lune, et Google revient à charge au moment où Twitter est toujours en train de se faire des comptes dans le rouge. Parce qu'il faut savoir que l'année passée, Twitter a quand même perdu pas loin de 175 millions de dollars. Donc Twitter n'a toujours pas fait un bal de bénéfices, alors que Twitter existe depuis 9 ans. Hein, donc c'est quand même une boîte qui a quelques années d'existence. C'est assez vieux, Twitter, si on peut dire, sur le web. Et ici, voilà, on peut penser que grâce à ça, ils vont récupérer suffisamment de pépettes que pour espérer arriver au moins, si pas break, au moins s'en approcher brièvement. Et il est probable que, en tout cas, tout ce qui est publicité débarque d'une manière ou d'une autre sur Google. Alors, je sais pas exactement comment ça va encore se passer, mais Twitter est déjà en train de le pousser, en tout cas, son truc de tweet sponsorisé sur d'autres services que sur
C'est ça, siens. Donc ça devrait probablement aussi faire partie du deal avec Google. Apparemment, le deal serait plus favorable à Twitter qu'à Google, en quelque sorte, hein, même si Google reste intéressé par ce type de... Enfin, ça enrichit, entre guillemets, son offre, mais le gagnant de l'opération, c'est Twitter. Je suis pas certain, parce que ça donne un avantage concurrentiel à Google non négligeable, et je pense pas qu'il y ait un autre réseau social qui aujourd'hui soit indexé de la même manière que pour pouvoir aller rechercher tout le contenu. Facebook, il y avait un accord avec Bing, mais c'était juste pour proposer de la recherche quand tu ne trouvais pas sur Facebook. Et Bing n'allait pas indexer ce qu'il y avait dans Facebook. Unique, hein, et même pour tout ce qui est MySpace, Instagram, etc., je ne vois pas de lien comme ça aussi facile dans le moteur de recherche. Les seuls trucs qui ont été intégrés directement par Google, c'est YouTube, tous les réseaux qui sont achetés. C'est ça, Ok, à suivre de près. Moi, j'avais entendu également qu'il était question justement de ramener ce côté instantané, de le ramener dans le moteur de recherche Google, vraiment sur des choses très pointues, quand on est dans de l'actualité très prenante, très dans l'instantané, en fait, quand il se passe un grand événement dans le monde, comme on l'a vu. Quand Facebook est en panne. Quand Facebook est en panne, ou quand il se passe des choses bien plus graves aussi. Tout le monde fait des recherches, évidemment, et donc, c'était l'idée, c'était de ramener ce côté instantané dans Google. On suivra ça de près, évidemment. Où en étions-nous ? On était là. Ah oui, Seb, tiens, tu gardes la parole. On est dans la rubrique fourre-tout, on va l'appeler comme ça, maintenant, on peut le dire. L'Europe qui montre ses dents contre Facebook. Justement, on parlait de Facebook. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? Rien de plus que d'habitude, c'est juste que l'Europe s'est dit tout comme fait, on va s'inquiéter de ce que fait Facebook. Alors c'est déjà le cas, il y a déjà un truc en justice en Allemagne. Je pense que les Allemands sont pas très contents vis-à-vis de Facebook, mais c'est classique, les Allemands, la vie privée, voilà, ça ne rigole jamais. Non. Voilà, c'est des gens assez stricts, et ils ont certainement raison sur la plupart des cas, mais ils ont des cas assez violents par le passé, et donc d'autres pays embrayent, que ce soit Belgique, Pays-Bas et quel est l'angle choisi ? C'est quoi ? C'est la sécurité, c'est sur les informations privées, des choses comme ça, c'est ça ? Alors je vais y venir, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Alors ici, donc c'est l'Europe, et c'est assez rare parce que c'est arrivé que sur quelques grosses boîtes, comme ils ont fait par le passé sur Google et Microsoft il y a très longtemps. Ouais. Ici, ils ont vraiment une boîte dans le collimateur pour tout ce qui est protection de la vie privée, avec le fameux European Data Protection qui débarque. Ouais. Ici, c'est tout le board qui s'est dit ok, on va plancher pour s'assurer que tout soit aux petits oignons avec Facebook, parce qu'on est inquiet, et leur inquiétude vient du fait que Facebook collecte des informations sur ce que tu vas liker en dehors de Facebook, et donc que Facebook soit une sorte de gros agrégateur de données sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu aimes, sur tous tes centres d'intérêt, et que voilà, au final, ce qui est déjà le cas par le biais de cookies et autres, on le sait, dans les systèmes les ad serveurs et des choses comme ça, ça existe déjà. Ça existe déjà, mais justement, l'Europe a eu une législation à l'encontre de ces cookies qui est la plus dure au monde, probablement. Et on voit d'ailleurs débarquer pour tous les navigateurs en Europe cet horrible bandeau sur tous les sites en disant « Attention, on va utiliser un cookie ». Vous êtes d'accord, évidemment, t'es obligé de dire oui. Oui, c'est assez dramatique comme législation, parce qu'elle est totalement en désaccord avec voilà, c'est pas comme ça que peut fonctionner le web aujourd'hui. Et si tu veux vraiment traquer un consommateur sur le web, j'ai lu d'ailleurs à ce propos de ces cookies, le cookie n'est pas la seule solution. Ils ont même pas besoin d'un cookie pour générer une clé unique sur ta machine. Okay. Il existe plein de nouveautés, grâce à l'HTML5 d'ailleurs, en l'occurrence, merci l'HTML5, qui permet de créer des clés uniques sur ta machine, et donc on s'en fout complètement de savoir. Mais en général, ça, c'est dans une session. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas mis en mémoire quelque part, et à la prochaine session, ce sera oublié. Non, justement. Alors le cookie, c'est mis, soit ça là, c'est stocké, c'est quelle que soit la session. Au moment où tu fermes ton navigateur, ton cookie de session a disparu. Oui. Soit ton cookie on définit une date, et ton cookie est là pour une durée de vie. Durée de vie 6 mois, 1 an, 10 ans. Google, avec son ad server, il le met pour 6 mois. D'accord. Et donc après,
Par contre, quand tu crées une empreinte sur la machine, je sais plus qui l'avait annoncé, mais c'était fin 2014, créer une empreinte, c'est juste en récupérant une série d'identifications, genre ta résolution d'écran, le machin, etc. Ouais. Et ils mettent tout ensemble pour se dire, ça, c'est une clé unique qui te représente. D'accord. Et donc, on s'en fout d'une session, parce que là, quelle que soit la page que tu vas ouvrir, il récupère les mêmes informations. Et ça, c'est ta personne unique qui est derrière la machine. D'accord. Je voyais Marc s'agiter et lever le doigt. Je levais le doigt, oui, parce qu'effectivement, comme là, Seb l'a dit, ça devient insupportable. Chaque fois que tu arrives sur un site, à ce bandeau qui te pique les yeux en te disant « Est-ce que tu es d'accord d'accepter les cookies ?» Donc moi, je voulais juste mentionner à nos aimables auditeurs qu'il y a un petit plugin pour Firefox, Chrome, Opera, IE, etc., qui s'appelle I don't fucking care about cookies. Et donc, vous installez ce truc et ça permet d'enlever automatiquement tous les messages qui vous emmerdent en vous demandant est-ce que vous êtes d'accord d'utiliser les cookies. Voilà. C'est drôle parce qu'avant, on avait des applications pour empêcher les cookies et maintenant des applications pour empêcher les avertissements de cookies. C'est vraiment le système est en train de tourner en rond, Seb. Oui, non, même quand on regarde le site de la source de la news qu'on est en train de lire, pendant que j'étais en train de regarder mes copions, on voit en gros des register use cookie close. On voit ça partout. C'est vrai que c'est totalement insupportable et c'est une législation elle est là pour protéger le consommateur, hein, c'est sûr. Et il y a des abus, il y en a eu, il y en aura encore. Le législateur, c'est rien, malheureusement. Pas tout prévenir, mais là ils ont été un petit coup trop loin, même si il faut savoir il y a des exceptions sur les cookies de session ne sont pas ne demandent pas en principe une autorisation, mais voilà, ça a créé une confusion et c'est extrêmement compliqué. On va donner un peu la parole à Marc, hein. T'as beaucoup parlé, Seb, je vois que tu es en train de te dessécher. Je me tasse. Il te passait par l'occasion. On va un petit peu voir du côté de chez Marc, avec par exemple cette information concernant une app plutôt sympathique au demeurant, si vous avez des enfants, c'est ParentKit, pour protéger les petits. Ouais. ParentKit. Alors, précisons-le d'emblée, ParentKit ne tourne que sous iOS. D'accord. Donc, si vous voulez protéger vos chères têtes blondes qui surfent sur des tablettes Android, achetez-leur déjà un iPad et puis vous pourrez utiliser ParentKit. Alors, ParentKit, c'est une application gratuite de base, mais qui n'est pas si gratuite que ça. En fait, ça fonctionne de manière très simple. Vous installez une application de contrôle sur l'iPad du papa ou de la maman. Donc déjà, ça présuppose d'avoir un iPad ou un iPhone en plus. Ouais. Vous créez un profil pour votre chère tête blonde et vous allez aller activer ce profil en allant avec l'iPad ou bien l'iPhone du Pussio sur le site ParentKit, aller récupérer un petit certificat qui va, en fait, pour être plus précis, un profil d'approvisionnement, comme on appelle ça, un provisioning profile, qui va être installé sur l'iPad. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, parce que ce profil va permettre à l'application de contrôle de compléter toute une série de mesures qui étaient déjà intégrées dans iOS, à savoir le fait de pouvoir bloquer l'installation de nouvelles applications, le fait de pouvoir bloquer l'accès à certains contenus jugés pas adapté en fonction de l'âge, le fait de pouvoir bloquer l'accès à certains types de musique, certains types de bouquins, etc. Là, vous allez pouvoir aller plus loin. Tout d'abord, vous allez pouvoir restreindre les heures d'accès au web, ou aux applications, ou aux services sur tranche horaire. Donc, vous pourrez dire de telle heure à telle heure, c'est fait, tu peux pas y aller. Autre chose, vous allez pouvoir, et alors ça c'est assez bluffant, sur un seul clic, désactiver certaines applications. Mais là où c'est bluffant, c'est qu'au moment où vous cliquez sur la console maître, les applications disparaissent littéralement de l'écran de l'iPad. On avait dit pas d'Orcel à cette heure-ci. Voilà, on avait dit pas d'Orcel à cette heure-ci. Là où ça devient quand même un peu violent, c'est que moi j'ai testé ça évidemment sur l'iPad de mon fiston, et le problème c'est que si le Pussio a passé des heures et des heures à classer toutes ces applications dans des folders et à mettre vraiment tout, et là en un coup vous lui niquez sa race. En fait, toutes ces applications vont se retrouver classées à peu près n'importe comment. Voilà, c'est pas parfait, mais ça a le mérite de fonctionner pas mal. L'intention y est. Ouais, on rappelle quand même que il y a d'autres manières de bloquer l'accès à Internet lorsque vous avez des appareils Android, des iOS ou même des
PC, des Mac, etc. Si vous avez des modems qui sont équipés convenablement, c'est-à-dire avec des logiciels qui vous permettent de le faire. Donc déjà, ça exclut d'office tout ce qui est Bbox, etc. Moi, je pense notamment au modem que Seb et moi nous utilisons, qui est la Fritz, qui est une petite merveille. Il faudra absolument qu'on se fasse un test là-dessus un jour. Vous pouvez très simplement non seulement attribuer les heures d'accès, mais également les types de contenus et également paramétrer l'allocation de la bande passante allouée device par device. Le volume aussi, le volume peut-être effectivement, oui, vous pouvez mettre des quotas par jour, par mois, etc. C'est assez fabuleux dans la mesure où les jeunes adorent zoner sur YouTube et vous bouffer de la bande passante à plus savoir qu'en faire. Donc tout ça est possible et ce sont des choses qui existent sur pas mal de un simple routeur Wi-Fi que vous mettez derrière votre modem principal. Et vous bloquez l'accès de l'appareil sur ce Wi-Fi-là, vous pouvez alors commencer à paramétrer les choses. Et on le rappellera jamais assez, la meilleure manière de contrôler ce que font vos gosses sur un ordinateur ou sur Internet, c'est de le faire avec eux. Bien sûr. C'est pas toujours quelque chose qui est agréable parce que regarder Nyan Cat en bout pendant 3 heures, parfois ça peut tuer un peu, mais voilà, au moins... C'est comme traverser la rue, hein. Finalement, ça s'apprend aussi. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais le problème, c'est que par peur ou par méconnaissance des outils technologiques, beaucoup de parents ont tendance à se dire ça va tout seul. Je sais pas, ça va tout seul, et voilà. Alors qu'un peu de surveillance et un peu d'éducation font vraiment beaucoup de choses. Je voyais Seb s'agiter, Seb. Oui, et ce n'était pas pour rallumer la prise. Donc, alors parce que c'est une bonne protection aussi, hein, la prise intelligente. C'est une excellente protection. Alors, tu parlais de bloquer les applications, de créer un espace pour les enfants, de limiter les plages horaires, de bloquer les achats in-app, de machin. Tout ça existe sur Android aussi, en fait. Voilà. Effectivement. Et il y a même, ici, c'est une application qui s'appelle, j'ai cherché en 3 secondes, et il y a une photo de Babar. Donc c'est AppKit, et c'est avec un abonnement, c'est pas totalement gratuit, et ça permet aussi de vérifier, c'est eux qui filtrent tous les sites vers lesquels le petit enfant peut aller. C'est bien. Donc voilà, ça existe aussi sur Android. Donc voilà. Et alors c'est génial, c'est que je regardais les commentaires. Je suis désolé, je ne peux pas résister. Commentaires des enfants, évidemment. Baptiste Lafont, salut Baptiste, qui nous écoute pas, mais qui il y a quelques jours a dit c'est nul. Ma mère l'a installé sur ma tablette. Je vous fais grâce des fautes d'orthographe. Et maintenant, je ne peux plus installer des jeux pour ne pas m'ennuyer. Désolé Baptiste. Écoute des podcasts. Par exemple, à propos de choses pour les petits, les tout petits même, je voulais le signaler parce que c'était l'occasion, que Vine vient de proposer une version de son application qui s'appelle Vine for Kids, qui n'existe, je pense, que pour iOS pour l'instant, et qui, au lieu de proposer le fait d'envoyer des vidéos sur leur système, permet de lire des vidéos, mais qui ont été sélectionnées pour les enfants, et donc ce sont des petites vidéos de 6 secondes qu'on a l'habitude de voir sur Vine, mais destinées aux enfants. Je trouve que l'initiative était plutôt rigolote et pour avoir une approche aussi de ces outils, voilà, pourquoi pas, hein, finalement. De quoi peut-on encore parler? On peut parler d'Amazon, par exemple, Marc, qui se lance dans le mail d'entreprise. Oh, dans le mail d'entreprise et pas que ça. Ouais. Est-ce que le mot ou le nom Zocalo vous dit quelque chose? Non, c'est une chanson de... c'est de la Zumba. De Rihanna. Non, pas du tout. En fait, l'année passée, Amazon a lancé, apparemment, donc dans l'anonymat le plus complet, parce que j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui, un service qui s'appelle Zocalo, qui était un service de stockage et de partage sécurisé pour des documents de travail collaboratifs. C'était un produit qui avait été clairement axé entreprise. Alors aujourd'hui, Amazon, tout récemment, Amazon a rebaptisé ce produit et l'a appelé WorkDocs et lui a ajouté un produit qui s'appelle WorkMail. Alors si je vous dis gestion de documents, compatible Office, gestion de mail d'entreprise dans le cloud, compatible Outlook avec support du protocole ActiveSync, etc., support d'Active Directory. Voilà, Amazon, encore une fois, arrive quelque part où il était un peu attendu, même si... Voilà, le marché était déjà pas mal occupé. Ici, clairement, les produits qui sont lancés, donc on le rappelle, WorkMail et WorkDocs vont clairement attaquer d'un côté Microsoft, encore eux, avec Office 365 et Outlook.com, et de l'autre côté, Google avec les Google Docs et
Gmail. Et donc, tout en sachant qu'Amazon a déjà un pied bien installé dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde du cloud. Ils ont une expérience indéniable, ouais. Exactement. Et donc, effectivement, ils ont pu profiter de cette expérience pour développer une suite qui est, alors, assez étonnamment, effectivement, cet accès entreprise, mais il faut se dire que c'est quelque chose qui reste extrêmement bon marché. Il est question de tarifs de $4 par mois pour un utilisateur avec une boîte de 50 gigas sous Workmail, et on le rappelle avec toutes les connectivités nécessaires au niveau de ActiveSync, Active Directory, etc., gestion des calendriers, gestion des mails complets. Et au niveau de WorkDoc, on arrive avec un total à $6 si on bundle les deux, avec quand même 200 gigas de stockage au niveau de l'espace total. C'est pas mal. Franchement, voilà, c'est une belle initiative. C'est testable pour les professionnels gratuitement pour l'instant. Donc, pour l'instant, ils sont dans ce qu'ils appellent une private preview. C'est testable, donc on mettra le lien. Moi, d'ailleurs, je vais m'empresser d'aller faire joujou avec. On en parle peu, mais c'est souvent, il faut des fois les jeter un œil parce qu'ils font pas grand cas de ce type de promotion. Je mets promotion entre guillemets. La gratuité chez Amazon, c'est pour les tests, c'est relativement courant. Par exemple, un S3 par exemple, un serveur cloud chez Amazon, c'est gratuit pendant 1 an. Vous pouvez y aller et faire ce que vous voulez avec et tester le truc en long, en large, en travers si ça vous chante. Donc ça vaut quand même le coup d'y aller. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est pas un truc vraiment grand public, qu'il faut mettre un peu ses mains dans le cambouis et que c'est pas toujours évident non plus. Il faut bien le reconnaître. Mais enfin, il y a des sessions qui sont organisées par vidéo aussi de présentation de leurs produits. Donc voilà. Je voyais Sébastien qui avait aussi un truc à dire là-dessus ou pas. Oui, je suis étonné, un peu. Tu sais ce que ça représente au niveau financier, le marché en 2014 de l'email dans le cloud? Non. Juste en pépette? Qu'est-ce que ça... Non? Oh, ça doit se chiffrer en quelques dizaines de milliards. C'était 6 milliards pour 2014 et estimé à 17 milliards pour 2018. C'est donc quand voilà, même 6 c'est logique. milliards en service pour de l'email en 2014. L'email n'est pas mort, hein. Non, bien au contraire. Surtout l'entreprise. Ouais, non, ça fonctionne plutôt. Sunrise pour finir, 100 millions. Cacahuète, hein? Ben oui, ils sont fait avoir. 6 milliards, les gars. Jérémy, ne vend pas tout de suite, ne signe pas. Tiens, on va parler encore pépette avec un truc. Alors ça, on avait parlé de ça, je me rappelle. On avait dit, chouette, c'est la fin du roaming. En tout cas, il y aura plus à payer ces sommes folles quand on part à l'étranger et qu'on veut avoir du data ou de la téléphonie mobile. Les choses vont se tasser. Normalement, ce sera le même tarif partout. Apparemment, c'est pas encore tout à fait abouti cette affaire. Poisson d'avril. Mais non, ce qui est surtout, on aurait pu penser à un mauvais poisson d'avril, mais le Conseil européen qui a été saisi par l'organe des régulateurs européens des communications électroniques, l'ORECE, ça ne s'invente pas. Donc en fait, le Conseil européen vient d'émettre une émission à la demande de la Commission européenne, voilà, et pour donner des arguments contre cette fameuse formule qui avait été baptisée à l'époque le roaming like at home, c'est-à-dire le principe de pouvoir partir n'importe où en Europe dans un premier temps, dans le monde entier, avec les licornes et tout, dans un temps second, et de pouvoir bénéficier des mêmes conditions financières et au niveau accès aux données et au niveau quota de données, etc., que si on était resté chez soi dans son petit pays. Alors, l'argument principal qui a été avancé, c'est que le marché du mobile n'est pas assez mature au niveau européen. Alors, au-delà d'être un total what the fuck, la réalité qui serait cachée par cette affirmation vraiment gratuite, c'est que les marchés seraient trop disparates. Les marchés domestiques serait trop disparate pour que les opérateurs puissent en finir totalement avec le roaming. Parce que quelque part, si on y réfléchit, on pourrait avoir un système où, moi, en Belgique, je vais aller prendre mon abonnement data mobile chez un opérateur au fin fond de la Lituanie qui a des tarifs, mais défiant toute concurrence. Ouais. Et finalement, je vais pouvoir bénéficier de mes 40 gigas de data par mois en full 4G, mais en tapant sur le réseau de Proximus, de Mobistar ou de BS. Voilà, à l'œil. Et donc, quelque part, ceux qui ont été les premiers à monter au créneau contre ce projet, ce sont les opérateurs mobiles, parce que quelque part, ils auraient eu des opérateurs qui auraient eu accès à leur propre réseau à des prix supérieurs
que eux facturent leur propre carte, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, quelque part, on serait arrivé à un système qui aurait été complètement, alors de nouveau, soi-disant, selon les recommandations, etc., pourri. Maintenant, on sait que depuis 2 ans, 3 ans, on a vu une baisse régulière des tarifs au niveau des coûts d'itinérance. On espérait que tout aurait été bloqué, bétonné pour cette année-ci, et qu'on aurait pu, et moi je me faisais une joie d'aller à l'autre bout du monde et de ne payer la même chose que... Juste pour faire une communication d'une heure. Voilà, exact. Eh ben non, en fait, non, c'est foutu, et apparemment rien ne sera décidé à ce niveau avant minimum fin 2016. Ah, je me rappelle, tu avais parlé d'aller en Grèce, non? Ou... Enfin... Non. Non, en Grèce, ils vont me payer pour que j'utilise mon GSM chez eux. Peut-être. On change tout à fait de sujet avec Mousebox. Alors ça, c'est particulier, c'est un PC, mais dans la souris alors. Bah écoute, finalement, ça a du sens parce que toutes les petites bébêtes qu'on a vues défiler dans notre podcast, avec les Raspberry, avec les petits... Se situent en général du côté de la prise HDMI. Voilà, exactement, les petits dongles, les derniers modèles que Intel a présentés au dernier IDF. Voilà, ce sont toutes des appareils qui convergent vers une taille extrêmement réduite. Et finalement, il y a un monsieur qui est un ingénieur de Nokia Networks, un monsieur, alors je m'excuse déjà d'écorcher son nom, mais il n'a pas s'appeler comme ça, Przemysław Strelzik. Voilà, l'Ukrainien peut-être. Désolé. Qui s'est dit, pourquoi pas rassembler tout ça dans quelque chose qu'on trimballe facilement avec soi, c'est une souris. C'est pas bête, franchement. C'est pas bête, franchement. Alors, c'est pas évidemment un truc d'une puissance folle, bien que, de nouveau, on va retrouver, architecture oblige, de l'ARM. On retrouve un ARM Cortex à 1.4 GHz. On retrouve 128 Go de stockage flash. Il y a un port micro HDMI. Ça embarque le Wi-Fi, le Bluetooth, 2 ports USB 3.0, et il y a également en développement pour l'instant, c'est pas encore finalisé, un tapis de souris qui vient avec, qui permettrait en plus la recharge par induction de la bébête. D'accord. Donc quelque part, on a un truc qui est complètement embarqué et qui est largement suffisant pour faire tourner un Windows XP, par exemple, dégraissé, ou de l'Android. Et comment on fait la transmission à l'écran ? Eh bien, justement, entre les deux, si tu as l'image sur l'écran, tu as, entre les deux ports USB, tu as un port micro HDMI. D'accord, ok. On ne voit pas l'image, mais il est là. Oui, ok. Non, effectivement, tu as un câble qui avec un câble HDMI vers ton écran. Donc c'est une souris avec fil, mais avec une bonne intention derrière. Voilà. Maintenant, il n'est pas impossible à terme qu'ils envisagent de pouvoir implémenter un protocole comme le WiDi, par exemple, qui est le wireless, HDMI over wireless. Eh ben voilà, c'est une initiative assez heureuse. On attend de voir ça chez nous, bien sûr. On termine. Peut-être qu'avec Sébastien, oui. Si je peux juste donner une information à ceux qui nous écoutent sur ce projet, c'est un projet. C'est pas fait encore, c'est du proto. Non, c'est du proto pour l'instant. C'est du proto et le mec va peut-être débarquer sur un Kickstarter, un Indiegogo, etc. Mais en attendant, c'est nulle part. Enfin, c'est dans sa tête et il a des jolis layouts, mais c'est pas encore. C'est loin d'être en vente. Moi, je dis ouvrons l'œil. Voilà. Moi, je l'avais vu cette semaine aussi, et honnêtement, moi, j'étais moins chaud parce que d'avoir une souris, pour moi, la souris, elle bouge, et si je dois mettre tous mes câbles sur ma souris, je trouve que j'ai quand même un problème. C'est pour ça que je disais avec fil, mais voilà. Donc, voilà, c'est le seul truc sur lequel j'étais sceptique, et il y a d'autres trucs qui sont sortis, dont mince, je vais retrouver le nom. Un clavier, Avaya. Avaya, le OneBoard Pro Plus, ça vaut 200 balles. Ça, c'est quelque chose qui est en vente, qui existe aujourd'hui et qui doit faire très plaisir à mon ami ici, à gauche, à droite, ou je sais pas où vous l'avez. Mais c'est un clavier Cherry. Ah, ben voilà, marqué c'est un clavier Cherry, mais quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, mon Dieu, on a réinventé le Commodore 64. Voilà. Parce que grosso modo, ça a à peu près la même forme et c'est exactement le même facteur. C'est-à-dire, vous avez un boîtier clavier, c'est juste le clavier avec un clavier Cherry MX Black, excusez du peu, et derrière, absolument
toutes les ports, toute la connectique que vous pouvez espérer. Voilà. Y compris le port parallèle pour la vieille imprimante Epson. Alors non, il n'y a pas de port parallèle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant l'architecture de la machine avec une petite carte add-in, on peut le faire passer facilement d'un Windows à un Android, à un autre système, etc. Okay. C'est vraiment un jeu de Lego, c'est vraiment mignon comme tout. On a de plus en plus de produits de ce genre-là, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ça s'en vient de plus dans tous les sens, comme si on avait un besoin de réécrire les codes, mais les codes de design, on va dire, de ces machines qui nous entourent, ces objets connectés, comme on les appelle. 260 €. 260 € pour le clavier, là, le clavier. Ouais. Oui, c'est un clavier ordi. C'est moins portable que la souris, quand même, hein. La souris, on la met dans la Avant, on mettait bien la radio sur les épaules. Oui, c'est pas faux. Bon, les game parties où on apportait son Amiga et son gros moniteur, hein, son gros écran. On peut revenir à des choses comme ça, effectivement. Allez, on termine ce numéro 20, Marc, si tu veux bien, pour parler de Tor, le fameux réseau Tor qui s'en va. Qui laisse sa place en quelque sorte. Non, il laisse pas sa place. Il laisse pas sa place. Tor existe toujours. Simplement, d'un point de vue de pure efficacité, les aventures qui sont arrivées il y a 2-3 mois avec la fermeture de Silk Road par le FBI ont montré que finalement Tor était peut-être pas aussi anonyme qu'il le promettait. Oui. Puisque finalement, on a pu retracer facilement, on a pu retracer... Le plus connu des serveurs anonymes. Hein. Voilà, le plus connu des serveurs anonymes. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Silk Road revient une 3e fois, c'est le retour du fils de la vengeance, sous le nom Silk Road Reloaded. C'est un site qui a été lancé mi-janvier, de nouveau. Alors, bon, ils n'ont pas changé de business model, hein. Ça reste de la drogue, de la contrefaçon, de la traite des blanches, enfin, les petits machins habituels qui se font entre amis. Ouais. Par contre, là où ça change, c'est que ils ont changé de support. Ils sont donc abandonnés Tor et ils sont passés sur un autre projet qui est le Invisible Internet Project, plus connu sous le nom de I2P. Alors, étonnamment, c'est pas un truc récent, c'est quelque chose qui existe depuis 2003. D'accord. Et en fait, qui est un réseau qui anonymise tout votre trafic, toutes vos sessions de surf, etc. Mais comme Tor, ce n'est pas le genre d'outil que vous allez utiliser pour aller surfer sur le site de la BBC ou le site de RTL, etc. Non. Vous allez utiliser cet outil pour aller surfer sur des sites spécifiques, une sorte de gros intranet avec des sous-domaines, dont les URL se terminent en .I2P, I2P, okay. Et qui demande un logiciel client, voilà. Et donc c'est un protocole particulier ou alors c'est comme Tor, c'est un système qui utilise un routage multiple. D'accord. Là où Tor en fait faisait du routage de paquets en changeant une partie des clés au fur et à mesure que les paquets transitaient de nœud en nœud. Ici, I2P utilise une petite variante en plus, c'est-à-dire que plutôt que de transmettre un message à la fois, ils vont grouper les messages en paquets eux-mêmes, les encrypter, évidemment, ça reste encrypté de bout en bout, et ce sont les paquets de paquets qui vont en fait commencer à router, etc., avec certains paquets qui vont se détacher en cours de transmission pour aller vers d'autres nœuds, etc. Bon, le but, évidemment, comme toujours, c'est de rendre le traçage le plus difficile possible. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que I2P est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé que Tor, et donc il y a peu d'études qui ont été réalisées à son sujet. On ne connaît pas vraiment les points faibles et les points forts de cette technologie. On sait juste qu'elle est pas récente, qu'elle date en fait de 2003, comme je l'ai dit, mais c'est peut-être justement le fait qu'elle soit moins connue qui garantit un nombre d'attaques plus faible et une moins bonne pénétration de la part de... Et puis, comme on dit, c'est dans les plus vieilles casseroles qu'on fait... Exactement, qu'on fait les meilleurs sauts. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'actualité de cette semaine, enfin, l'actualité telle que nous l'avons vue avec Sébastien, Marc, voilà. Et donc, on va se retrouver très vite, la semaine prochaine, par exemple. Je pense que c'est une bonne idée. On essaiera de retrouver s'il y a de nouveau de l'électricité. Générateur. Pour un test du générateur. Voilà,
installer un groupe électrogène au pied de l'immeuble d'Adrien Seb, tu pourrais ou de David. Tiens. Et donc, Tout à fait, voilà. j'en ai un, David, si tu nous écoutes. Non, il ne sait pas. Il n'avait plus de batterie quand il m'a appelé la dernière fois, donc voilà. En plus. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le numéro 21, évidemment. À très bientôt. Au revoir.